Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va présenter le portefeuille d'un de nos abonnés, donc le portefeuille ici de Vero, d'accord. On va parler de ce portefeuille en date d'aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on a déjà, cette série-là, on a commencé il y a quelques temps ici, je pense qu'il y a presque un mois ici. Donc, on a parlé du portefeuille ici de Val-de-Roche, ainsi que du portefeuille ici de N6. Donc, je rappelle que pour tous ceux qui veulent bien partager leur portefeuille avec moi, afin qu'on puisse faire une analyse ici, voilà, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Je rappelle toujours une chose que c'est un jeu assez dangereux, d'accord, de faire des analyses de portefeuille, etc. D'accord, mais voilà, la demande généralement vient de vous. Donc, si vous voulez le faire, si vous voulez partager votre portefeuille avec moi, donc n'hésitez pas. En allant dans la top newsletter, n'est-ce pas, vous avez un accès directement au Discord de la chaîne. N'oubliez pas, d'accord. Donc, si vous voulez, ou bien si vous êtes déjà sur le Discord de la chaîne, vous pouvez m'envoyer ici un message privé directement, ok. Donc, pour le partage portefeuille ici, généralement, envoyez-moi un message privé dans le Discord, ok. So, comme je le disais tantôt, c'est un jeu dangereux. Pourquoi? Parce que analyser un portefeuille, en fait, c'est très personnel. Parce que le choix d'une action dépend de beaucoup d'éléments. Hormis le fait que ce soit sous-évalué, etc. Il y a beaucoup d'éléments derrière. Vous ne connaissez pas le narratif, par exemple, de l'hypothèse d'investissement de départ, etc. Donc, je vais rester ici très quantitatif et je vais rester ici à peu près. Il faut que vous ayez en tête que c'est la perception de valeur que j'ai d'une compagnie. Donc, ici, on va peut-être avoir, voilà, quand on va regarder une compagnie, par exemple, si je remarque qu'en portefeuille, vous avez peut-être une entreprise comme, je prends un exemple, Neoen. Je me dis, OK, Neoen ne gagne pas d'argent quand même. Je pense que Neoen ne gagne pas d'argent, ça représente 50% de ton portefeuille, ça fait un peu lourd, tu vois ce que je veux dire. Donc, faut faire attention. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça ne veut pas dire qu'ici, après, voilà, si tu me poses, si je dis par exemple dans ton portefeuille qu'une entreprise n'est pas intéressante, ça ne veut pas dire que tu vends directement. Non, 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 non. Tu revises ta thèse d'investissement de départ parce qu'une analyse fondamentale, c'est du quantitatif et du qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Ça nous permet, les deux sont indissociables, ok? Donc, n'hésitez pas déjà à aller voir le portefeuille ici de Val de Roche ainsi que de N6. Donc, on va aller directement ici sur le portefeuille de Véro. Donc en fait, Véro a partagé son portefeuille avec nous ici. Voilà, son histoire est un tout petit peu particulière ici parce qu'il y a certaines entreprises que Véro n'a pas eu à sélectionner parce que voilà, il y a je pense que c'est une société de gestion qui s'occupait de son portefeuille avant et la société de gestion a fait des placements un peu, voilà, bizarres, d'accord. Donc on va le dire comme ça pour être gentil. Donc il y a notamment certaines entreprises qui n'ont pas été sélectionnées par lui dans le portefeuille en question. Mais n'empêche qu'on va quand même aller voir ce portefeuille-là. C'est un PEA, donc je pense qu'essentiellement axé sur enfin, en majorité axé sur le dividende, d'accord. Donc ici, on peut voir que, enfin, il recherche le dividende de toutes les façons. Donc vous pouvez voir ici que au niveau de la répartition sectorielle, on a quelque chose d'assez intéressant. On est presque sur tous les secteurs ici. Bravo. Donc, je dirais que c'est une bonne chose. Voilà, on a un tout petit peu d'énergie, un peu d'immobilier, un peu de finance, un peu d'industrie, un peu de matériaux, etc. Donc, vous voyez ici que, mais il faut faire attention à la répartition ici. Parfois, il y a des entreprises, par exemple, quand vous voyez Ruby est dans les utilities. Pourtant, voilà, techniquement, ça peut même être un tout petit peu d'énergie ou bien de la vente au détail. Mais dans tous les cas de figure, voilà, au niveau de la répartition ici, on est assez correct. On aime bien ça. OK? Donc, on continue. Après la répartition ici, la répartition sectorielle, on a la répartition ici géographique. Alors, faites attention. C'est pas parce qu'on va voir une entreprise ici, voilà, quand on va répartition géographique, 81% en France. Les entreprises qui l'a présentement en portefeuille sont des entreprises internationales généralement. Par exemple, quand on regarde du Total Énergie ici, qui représente une bonne partie de son portefeuille ici, Total, c'est une compagnie, elle est certes française, mais c'est une compagnie internationale. Donc, elle agit dans plusieurs, elle agit sur plusieurs territoires ici. C'est comme par exemple, quand on prend parfois j'entends souvent cette critique-là par rapport à un ETF monde. Donc, l'ETF Monde, il y a beaucoup d'entreprises américaines dans l'ETF Monde. Je pense que près de 50% sont des entreprises américaines. Ça ne veut pas dire qu'elles font affaire uniquement aux États-Unis. La plupart de ces entreprises sont des grands groupes internationaux. Donc, faites attention, OK? Donc, quand vous regardez même les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que dans l'ETF Monde, la plupart de ces entreprises, au moins une trentaine de pourcents de leur chiffre d'affaires provient de l'extérieur des États-Unis. Donc, la domiciliation est peut-être aux États-Unis, mais c'est un groupe international. Par exemple, si j'investis dans Schneider, c'est un groupe français, mais c'est international. D'accord? Si je veux investir dans une compagnie comme Apple, c'est un groupe américain, mais c'est international. Si j'investis dans Amazon, c'est un groupe américain, mais c'est international. OK? Donc, faites attention à la répartition sectorielle, ça ne veut pas. Et parfois, c'est même pas si mauvais que ça. OK? Il y a de très belles entreprises en France, comme je le disais tantôt.
On peut construire un PEA qualitatif ici sans jamais sortir de la France. C'est sûr que ça nous limite un tout petit peu par rapport aux excellentes entreprises qu'on peut également retrouver ailleurs, mais c'est pas impossible non plus à faire. Ok, ça ne devrait pas être qu'une critique, c'est plus un choix personnel. Ok, et voilà, le choix vous revient de toutes les façons. Donc ici, je ne dirais pas une mauvaise ici répartition géographique, donc ça peut se comprendre. Ok, donc maintenant en termes de capitalisation, etc. Moi, j'ai pas de souci par rapport à la capitalisation, hein. Donc, personnellement, je suis plutôt large cap, méga cap ici, voilà, personnellement, tout simplement parce que je pense que ces entreprises ont déjà été éprouvées par le temps et sont généralement des entreprises qualitatives. Ok, je pourrais également savoir que dans les small cap, etc., il y a des entreprises intéressantes, mais je suis pas là pour acheter toutes les entreprises de ce monde. Si je veux juste 20 entreprises maximum, je suis même en train de réduire, 20 c'est même déjà trop pour moi, 20 entreprises extraordinaires maximum dans mon portefeuille. Le reste ne m'intéresse pas du tout. Donc, je ne vais pas me casser la tête à aller regarder les petites entreprises, le next big thing ou bien celle qui va croître. Non, non, non. Je pense qu'on a déjà assez de croissance dans les mid, méga et large cap. Donc, pour la répartition ici sectorielle, au niveau de la capitalisation, ça me parle. Moi, j'aime bien ça. OK? Donc, maintenant, on va attaquer le plus important, à savoir la répartition au niveau des entreprises. Déjà, premièrement, on peut constater qu'il y a beaucoup trop d'entreprises dans ce portefeuille. Même si, il faut le dire, 60% de ce portefeuille, les 10 premières entreprises représentent près de 60% du portefeuille. Les 10 premières. OK? Donc, techniquement, c'est elles qui font bouger le portefeuille. D'accord? Donc, on a une trentaine d'entreprises ici. Et comme je l'ai dit souvent, c'est difficile de suivre déjà 20 entreprises. Je n'imagine même pas 30. Donc, voilà, ça pourrait peut-être être intéressant de fermer certaines positions ici, surtout les petites ou bien celles sur lesquelles on ne croit plus, etc. Donc, j'ai quand même, quand on va regarder à peu près sur la répartition par rapport aux entreprises, on a du Total Énergie. Alors, la personne en question m'a donné également son prix d'acquisition, d'accord, que je ne vais pas partager ici. Donc, on va le laisser de côté. Et c'était un prix d'acquisition qui était assez intéressant sur Total Énergie. Et je pense que Total Énergie, c'est plus une stratégie de dividende ici. Ce qui est intéressant sur ce prix-là, c'est, voilà, je pense que par rapport à l'évaluation de Total Énergie qu'on avait fait ici, tu sais exactement ce qu'il en est, ce que je pense de Total Énergie. Covivio, on en a parlé il y a très longtemps, mais je ne suis plus revenu dessus. Je pense que c'est immobilier de bureau, un peu d'hôtel, etc. Mais n'oubliez pas que la façon de l'immobilier de bureau, c'est très particulier aujourd'hui. Il faut vraiment de très bons emplacements, ok? Parce que c'est la façon dont on consomme les bureaux, enfin, l'immobilier de bureau est en train de changer. Avec la pandémie, comment dire ça? La pandémie a changé certaines habitudes au niveau des entreprises. Ok, donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait être efficace même en travaillant à domicile. Et de plus en plus d'employés préfèrent travailler à domicile. Et les entreprises maintenant réduisent leur taille de bureau. Maintenant, il y a des alternatives par rapport à ces immeubles de bureau. Là, on les transforme ici en logement ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Il faut à peu près. Je ne dis pas que c'est tout l'immobilier de bureau. C'est toutes les entreprises qui ont des immobiliers de bureau qui vont souffrir. Donc, imaginez par exemple une entreprise qui a uniquement des immobiliers de bureau dans les quartiers voilà, les plus demandés ici. Donc, vous savez que voilà, on aura du mal ici à être inquiété par voilà, la réduction ici de la taille de la taille comment on dit ça, du portefeuille immobilier des entreprises, enfin quand je dis du portefeuille de locatif des entreprises ici. OK? So, Covivio, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette compagnie-là, mais bon, la plupart des entreprises ici, c'est surtout la dette qui m'inquiète dans les entreprises immobilières. Je ne dis pas que la dette ici est un problème, surtout qu'elle est je pense qu'on est à 11, 12 fois les EBITDA, c'est beaucoup, d'accord? Je dis bien c'est beaucoup. Donc, quand tu vas lire les rapports financiers, il faut absolument prêter attention au remboursement de la dette ici. Qu'est-ce qu'ils prévoient faire? Quels sont les objectifs? C'est vrai qu'on a un dividende assez intéressant ici, mais il faut faire attention. Ok? Est-ce qu'on prévoit vendre certains actifs ici? Est-ce qu'on a même des actifs est-ce qu'on a ces actifs qu'on prévoit vendre présentement? Est-ce que ces actifs-là sont demandés? Ok? Donc, Covivio ici, voilà. Si on regarde ici par rapport au tangible book value per share, d'accord, vu que voilà, elle évalue, je pense, mensuellement ou bien trimestriellement son immobilier ici. Donc, on peut se dire ici qu'on a quelque chose d'assez intéressant, mais attention, ce chiffre également peut changer par rapport à la valorisation, par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt, etc., etc. D'accord? Donc, pour le moment ici, voilà, ça reste une entreprise assez. C'est intéressant à aller creuser un tout petit peu, d'accord? Donc, en supplément de ça, nous avons encore la seconde entreprise ici, c'est Air Liquide.
est-ce qu'il faut que je parle d'Air Liquide? J'ai toujours considéré que Air Liquide, aujourd'hui, est correctement évalué. Maintenant, si tu l'as acheté il y a très longtemps ou bien il y a quelques temps, je pense également que tu as dû l'avoir à un prix assez intéressant. Donc, je dirais pas plus. BNP Paribas, tu sais exactement ce que je pense par rapport aux banques. Même si elles sont sous-évaluées, il faut toujours prendre en considération qu'on ne sait jamais. D'accord? C'est mon observation personnelle ici et ce raisonnement-là pourrait être totalement biaisé parce que je n'aime pas ces genres d'entreprises. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais investissements. Ah non, 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 non. D'accord? Je pense même que BNP Paribas mérite même une place dans un portefeuille ici. OK? Maintenant, Gessina, c'est la même chose avec Covivio. Hein. Gessina, je pense, je sais pas quel type d'immobilier on a chez Gessina, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, il me semble également que c'est le même narratif ici par rapport à la dette, par rapport au tangible book value per share, même si le dividende a tendance à être régressif ici. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération, surtout la dette. Et là, on est à 15 fois les EBITDA, encore plus élevés qu'avec Covivio. Et laisse-moi déjà te dire qu'à 10 fois, c'est déjà trop. Donc, si on est déjà à 15 fois, attention, ici, il faut absolument parler de remboursement de la dette. OK? Donc, c'est vrai que si on va regarder ici les tangible book value per share, ici, on va observer quoi? On va observer ici une entreprise, voilà, qui soit 170 dollars ici, 170 euros ici pour les tangible book value per share. Est-ce que, bon, on dirait que, enfin, ça veut dire ici que si elle vend la totalité de son immobilier ici, voilà ce qu'elle va pouvoir avoir ici en cash. Enfin, si à la juste valeur, bien sûr, en prenant en considération ce qui est marqué là, parce qu'il faut faire des ajustements ici dans les rapports financiers. Donc, on peut se dire que l'entreprise est sous-évaluée ici, mais faites attention, la dette est également très élevée. Il faut qu'on parle de remboursement de la dette. OK? Donc, ça, c'était pour Covivio, ça, c'était pour Gessina. Ensuite, on va aller sur Saint-Gobain. J'aime cette entreprise, ok? Je sais pas si j'en ai parlé dernièrement, les résultats étaient bons, etc. Donc, on va pas revenir sur Saint-Gobain, d'accord? Mais elle se comporte bien présentement, mais il faut toujours faire attention parce que je me dis, mais comment est-ce que le marché de la rénovation a le vent en poupe en ce moment? Voilà, ça permet également d'économiser de l'énergie, etc. Toute la législation également est favorable pour ce genre de compagnie-ci. Mais voilà, moi j'aime toujours être prudent, mais c'est une belle entreprise. C'est vraiment une très belle entreprise. Elle mérite une place dans un portefeuille qualitatif. Donc ASML, on n'en parle pas. Voilà, c'est une belle entité. Ça dépend du prix d'acquisition ici, comme d'ailleurs dans toutes ces entreprises ici. Mais c'est une belle entité à avoir en portefeuille si on arrive à l'avoir à un prix assez intéressant. Mais il faut également voir que c'est une entreprise qui a un pricing power. Donc le problème ici avec la Chine, voilà, ça peut également l'impacter, mais voilà, je pense que à la longue, c'est une entreprise qui pourrait s'en sortir également. Tout dépend du prix d'acquisition de toutes les façons. LVMH, je continue à considérer que LVMH est à la limite aujourd'hui correctement évalué ou bien soit sous-évalué. Ça fait à peu près, je sais pas combien de temps j'ai regardé ça, mais voilà, je ne pense pas que tu l'aies acheté à un mauvais prix ici, surtout que voilà, je pense pas que tu l'aies acheté à un mauvais prix. Donc, NG, je pense que la dernière fois qu'on avait regardé NG, voilà, elle se comportait également bien. Donc, elle a beaucoup bénéficié de la période actuelle, d'accord? Faut pas oublier cela. Donc, la période actuelle a été très bénéfique pour Engie. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on devra se poser maintenant. OK? Donc, moi, c'est le genre d'entreprise, voilà, je ferai attention au niveau d'Engie ici. Et je sais également que les gens n'aiment pas, la plupart des... Vous n'aimez pas investir à côté de l'État français ici, d'accord? Notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ici. Donc, quand on prend par exemple du NG, vous pouvez voir ici qu'en termes de operating, les bénéfices nets ici, on s'attend à quelque chose d'assez élevé dans les mois à venir, mais avant ça, on avait voilà, une baisse généralisée pendant plusieurs années ici. Qu'est-ce qui s'est passé d'accès exceptionnel? Et vous allez voir ici que c'est un business qui est un peu compliqué à analyser, donc faites attention aux bons résultats actuels sur NG. OK? Mais le prix actuel, voilà, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est mauvais? Même si on revient à une certaine moyenne ici, voilà, on pourrait se dire ici que c'est une entreprise qui est correctement évaluée à la limite. OK? Sinon, on se retrouve dans une situation assez favorable en date d'aujourd'hui. Donc, à part, on continue, on a Renault. Alors, Renault, bah, je pense que quantitativement, c'était intéressant, mais c'était très complexe avec les différentes entités, Nissan, machin. Bon, franchement, je pense que c'était, si on regarde au niveau des tangible book value, c'était l'une des entreprises les plus sous-évaluées dans son secteur d'activité. D'accord? Maintenant, est-ce que les analystes s'attendent, enfin, quand je dis les analystes, je parle toujours en termes de bénéfices nets ici, etc. Ça reste ici une entreprise qui va à peu près souffrir en période d'inflation, d'accord? Mais voilà, qui a la capacité ici voilà, qui était déjà, je pense qu'à mon avis, c'était une entreprise qui était sous-évaluée. Mais il faut avoir le cœur bien accroché sur ce genre de dossier-ci. OK? Donc, au niveau ici de l'estimation des analystes, ici, bah, c'est du 50-50 également. Vous voyez ceci. Donc, ce n'est pas un business compliqué, c'est pas un business facile à analyser. Mais quand on regarde à peu près les bénéfices nets ici, moyens par action, on peut se dire ici que c'est une entreprise en moyenne, en date d'aujourd'hui,
qui peut rapporter au moins 4 euros par action. Au moins 4 euros par action. Et à 4 euros par action, c'est 10 fois les bénéfices. Donc, elle peut s'en sortir. Maintenant, il faut aller regarder au niveau de la dette nette, etc. Mais il me semble que Renault, c'était l'une des entreprises les plus sous-évaluées du marché. D'accord? Mais sauf que c'est un peu plus compliqué que ça par rapport à la structure de l'entreprise qu'ils ont simplifié dernièrement, que j'ai pas plus prêté attention. Donc, ça peut être intéressant du Renault en portefeuille, mais dans une, voilà, avec un peu de, comment on appelle ça? Avec un peu de retenue. D'accord? Stellantis, on va pas en parler. Tu connais déjà mon avis par rapport à ça. C'est un bon choix. Ruby également, je pense que c'est un choix intéressant. Crédit Agricole, même chose qu'avec... j'aime bien Crédit Agricole à cause de son manager. Je l'ai entendu parler et j'aime quand un manager parle plus de risque, quelqu'un qui travaille dans le domaine bancaire ici vous parle de risque, il vous dit que gérer la banque ici, c'est surtout la gestion du risque qui est importante et rien d'autre. Donc j'aime bien en tant que ça. Donc Crédit Agricole, et le management est très important sur les banques. Donc Crédit Agricole, oui, quand même. Sanofi, comme je l'ai dit, elle est sous-évaluée certainement. Mais voilà, n'oubliez pas qu'elle a également ses propres problèmes. Hein. Donc techniquement, je ne dis c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Donc, elle mérite d'avoir une place dans un portefeuille ici. Voilà. On ne va pas être trop pessimiste, généralement. Novo Nordisk, c'est la même chose. Hein. Compagnie pharmaceutique. Je pense qu'elle était également assez intéressante. Elle va massivement investir ici parce qu'il y a un médicament, il y a un de ces produits présentement qui sera en demande sur celui qui était destiné au diabète, mais qui fait perdre du poids, etc. Je me souviens plus du nom ici, mais attends-toi à avoir des free cash flow qui seront impactés négativement dans les années à venir. Mais Novo Nordisk a un produit qui est en demande. Donc, quand on met ici Novo Nordisk, alors, Novo Nordisk, où est-ce que la capitalisation ici? Novo Nordisk, où est-ce qu'il est? Ok, donc on prend celui-ci, donc le primary ticker ici. Donc, on va regarder les bénéfices nets ici, enfin, on voit ici que, voilà, on s'attend à quelque chose d'assez élevé dans les années à venir. Je pense que l'entreprise également est légèrement surévaluée, d'accord? Sinon, voilà, ça dépend du prix d'acquisition également ici. Mais voilà, ça c'est toujours assez intéressant de revoir ça. Je pense que Novo Nordisk, voilà, je pense que c'est assez intéressant de l'avoir en portefeuille. Tout dépend de ton prix d'acquisition. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le moment de l'acheter? Point d'interrogation, je ne pense pas. En tout cas, Nordea Bank, je ne connais pas cette entreprise-là. Donc, je vais essentiellement me dire ici que c'est une compagnie bancaire, Nordea Bank ici. Est-ce que c'est assez intéressant? Et déjà, même, il ne faut pas souvent regarder les free cash flow d'une compagnie bancaire. C'est plutôt les bénéfices nets ici par action, le return on equity, etc. On peut se dire que c'est assez intéressant à regarder ici, surtout au niveau du credit rating. On est à AA- ici, donc ça va, c'est correct. Maintenant, est-ce qu'on regarde ici la plupart des éléments quantitatifs? Donc, si on va regarder au niveau de Nordea Bank ici, Nordea, qu'est-ce qu'on a ici? Nordea Bank, Nordea Bank. Donc, c'est quoi une... Alors, je vais regarder ça ici, Helsinki. Je ne sais pas si c'est le bon ticker symbole. C'est NDA, ok, NDA, Nordea Bank, je sais. Bref, je pense que tu as déjà eu l'habitude ici de regarder comment est-ce qu'on analyse les banques ici. Donc, je pense que pour cette compagnie-ci, il faudrait à peu près essayer de faire la même chose. Regarder les tangible book value pas cher, par action, l'évolution de ces derniers, etc. D'accord? Donc ici, voilà, ça reste une compagnie bancaire et tu connais mon avis par rapport à ces entreprises-là. C'est trop compliqué pour rien du tout. Donc, après ça, on a Michelin, oui, on en a parlé dernièrement, c'est correct. Kering également, c'est correct. Schneider, correctement évalué, sinon légèrement surévalué, voilà. Mais je pense que je pense que c'était limite correctement évalué. Donc, c'était également assez correct. Nordic Semiconductor. Donc, Nordic Semiconductor, tu me disais tantôt que tu n'étais pas content de cet investissement-là, d'accord? Donc, quand on regarde ici Nordic, est-ce qu'il me donne l'information? Nordic Semiconducteur ici, donc je vais juste vérifier ça. J'espère que la vidéo ne va pas sauter parce que parfois quand j'utilise Fastgraft et que je fais la vidéo, parfois c'est assez compliqué ici et je suis obligé de recommencer. Donc, Nordic Semiconducteur ici, avant de faire la vidéo, je l'ai à peu près regardé. C'est pas... C'était assez compliqué, d'accord? C'était assez compliqué pour Nordic Semiconductor ici. Je vois que c'est une entreprise qui se comporte bien en ce moment-ci. Je dis bien en ce moment. Donc, il faut faire attention ici aux entreprises Nordic Semiconductor, aux entreprises qui se comportent bien en ce moment, d'accord? Est-ce que ça va durer? C'est la question qu'on devrait se poser. Quand j'essaie de regarder ici 3 ans en avant, ici par rapport aux bénéfices nets, d'accord, estimés par les analystes, et ils peuvent également se tromper, ne l'oublie pas, et d'ailleurs, ils se réservent le droit de le faire. On s'attend à des bénéfices nets de moins en moins élevés, aux alentours de 168 millions de dollars ici. Mais ça, attention, il faut également voir qu'il faut faire la conversion, etc. ici. Donc, si on ferme ces deux éléments-ci,
D'accord? On voit ici que les bénéfices nets auront tendance à diminuer ici. Et quand on regarde ici les revenus, est-ce qu'on s'attend à une baisse des revenus? Oui, dans une certaine mesure, on s'attend à une baisse des revenus. Donc, il faut vérifier pourquoi est-ce pourquoi est-ce que le marché a apprécié, a apprécié cette compagnie-ci, on va le dire comme ça. D'accord? Donc, est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. Je ne connais pas bien cette compagnie-là et je t'assure que je ne peux pas, voilà, en 5 minutes, je ne peux pas voir à peu près si elle a quelque chose d'assez intéressant ici. Donc, je peux regarder les bénéfices nets ici si on a une certaine évolution. Voilà, ça reste une entreprise qui se comporte extraordinairement bien cette période-ci. Et ça m'intrigue énormément. Est-ce qu'elle a un produit ici qui a surpris tout le monde au point où c'est tellement en demande? Ou bien avec la pénurie ici des semi-conducteurs, je présume, quand on dit Nordic Semiconductor, je ne sais pas, c'est un fabricant, ils fabriquent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est un sous-traitant? Est-ce qu'ils livrent du matériel? Des choses comme ça. Mais n'oublie pas que ce marché-là est très, très cyclique. D'accord? Donc, il faut faire attention à ne pas se faire piéger avec ce genre d'éléments-ci. OK? Donc, ça, c'est Nordic Semiconductor ici. Après ça, on a GTT, j'en ai parlé dernièrement ici. APMAC, faites attention à ces entreprises. Toutes les entreprises qui sont dans le domaine ici de la, de la livraison, d'accord, du transport maritime. Elle gagne beaucoup d'argent présentement, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'il faut se poser et je ne pense pas que ce soit durable. Et quand vous allez regarder ici les prix ici je pense que c'est les prix des conteneurs ici, donc pas les prix pour le transport des conteneurs ici, je pense qu'ils ont un prix au Baltic Dry Index. Non, ça c'est pour les entités qui transportent ici le pétrole ou bien des graines. Bref, je pense que c'est un peu comme Zim, d'accord? Zim Holding, etc. Elles se sont bien comportées parce que les prix ont augmenté, d'accord? Donc AP, comment on appelait encore ça? AP quoi? AP Moeller Maersk. Ok, j'espère que je le dis. Maersk. Ok, c'est celle-ci. Donc, on va voir ici que les revenus, etc., ont peut-être explosé sur les derniers mois ici, mais ce n'est pas durable du tout. D'accord? Les revenus ont explosé, etc. Ce n'est pas dur. Mais il faut également voir que il me souvient que j'avais à peu près analysé cette compagnie il y a très longtemps. Je sais qu'elle avait des actifs cachés, notamment dans le pétrole. Je pense qu'elle les a revendus depuis. Donc, il faut faire attention aux actifs cachés ici. Donc, tu vois, les bénéfices nets sont extra. Elle n'a jamais eu ce genre de bénéfices nets là dans le passé. D'accord? Et donc, ce n'est pas durable, ce genre de choses-là. Quand on va regarder ici l'estimation des analystes, disons en N plus 3, on s'attend à quoi? Une baisse. D'accord? Donc, faites attention, faites attention. OK? Il ne faut pas se retrouver piégé. Sur le dividende, il est intéressant, mais ce dividende-là, il n'est pas durable du tout. Et je pense même que c'est même un dividende spécial. OK? Tu vois? Ça, c'est pas durable. Donc, on revient ici. C'est peut-être quelque chose qu'il pourrait mettre de côté. AXA, même raisonnement qu'avec les compagnies bancaires ici. Veolia, c'était assez intéressant la dernière fois qu'on a regardé Veolia. D'ailleurs, il faudrait que je revienne un tout petit peu dessus. Donc, je pense qu'il y a une vidéo disponible dessus. Après ça, on a NN Group. Je ne connais pas cette compagnie-là. NN Group, je pense qu'on m'en a déjà parlé ici. NN Group, est-ce que c'est pas un assureur, un truc comme ça? NN Group, ah oui, assurance. Ok, donc assurance ici, il faut regarder ici, voilà, on assure quoi précisément? Il faut regarder l'évolution ici du tangible book value, mais encore quel type d'assurance? Parce que toutes les entreprises ici, tous les assurés ici n'ont pas un tangible book value ici, voilà, qui intéresse. Enfin, quand je dis tangible book value intéressant, elle ne se comporte pas de la même façon. Par exemple, quand on va regarder United Healthcare ici, c'est un peu bizarre son book value. Pourtant, c'est une compagnie qui est correctement, je dis bien, qui est, elle est solide financièrement, d'accord? Mais elle a un book value très particulier. C'est la première fois que, d'ailleurs, un book value négatif, alors que les assureurs, généralement, ont des book value positifs. Bref, il faudrait regarder ici je ne dis pas que c'est pas une mauvaise entité, hein, attention. Donc, quand on va regarder l'état du book value ici, comment est-ce que le marché paye généralement pour ce genre de compagnie ici, mais on peut voir ici que les bénéfices nets ont tendance à augmenter, etc. Mais comme d'habitude, ici, c'est surtout le risque. Elle ne semble pas surévaluée présentement, elle semble être correctement évaluée, et je pense également que c'est par rapport aux dividendes qu'on a pris cette entité-ci. Mais il faut faire attention, il faut regarder les rapports financiers ici et se poser la question, mais pourquoi est-ce que cette entreprise-là, voilà, pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas? Est-ce qu'elle rachète ses actions également? Parce que quand une entité est sous-évaluée comme ça pendant très longtemps, il faut regarder, oui, le management rachète ses actions. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas, 10 fois les bénéfices ici, je peux voir si ça peut être une entreprise assez intéressante à aller regarder, d'accord? Donc, on continue avec on a quelle entreprise en supplément ici? L'Oréal, c'est ce que je pense, légèrement surévalué. Vivendi, tu étais également déçu par rapport à Vivendi. Il faut voir ici que du Vivendi, je vous dirais, il ne faut pas analyser Vivendi du point de vue quantitatif uniquement. Il faut même prêter beaucoup attention
au point de vue, aux éléments ici qualitatifs. Donc Vivendi, c'est une compagnie à portefeuille. Elle a beaucoup d'entités qu'elle pourrait monétiser. Et avec un manager qualitatif, vous pouvez juste voir Vivendi, ce qu'il a fait avec UMG, c'est vraiment un cas d'école. Ok, Bolloré, c'est un très bon man. Enfin, techniquement, c'est un bon investisseur. On va dire la vérité. Quand il prête attention à quelque chose, c'est-à-dire que lui, il voit très très loin. Par exemple, avec Navia, j'ai entendu qu'il voulait racheter Navia, etc. Lui, il voit très loin en fait. C'est pas, voilà, c'est pas, il est prêt à payer de l'argent en date d'aujourd'hui parce que voilà, il sait exactement ce qu'il recherche. Donc bref, et ses succès passés par le pour lui ici. Donc Vivendi, il y a quelque chose d'assez intéressant à aller regarder. D'accord, je pense pas que Vivendi soit surévalué en date d'aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'actifs cachés ici. D'accord, donc après ça, on a Eurofin Scientifique. Tout dépend du prix. J'ai vu ton prix d'acquisition qui était assez élevé sur Eurofin Scientifique. Donc, ça compte beaucoup également sur la croissance ici. Donc, voilà, ça reste une belle entité. Et Silor, j'adore cette compagnie-là, même si je pense qu'elle est, légèrement surévaluée ici aujourd'hui. Dassault Systèmes également, je pense qu'elle était légèrement surévaluée. Aéroport de Paris également, légèrement surévaluée, mais très belle entreprise également. Arkema, c'est également quelque chose qu'on est d'assez intéressant à aller regarder. EuroAPI, je ne sais pas, peut-être que tu l'as obtenu ici avec je pense EuroAPI appartenait à Sanofi, si je ne me trompe pas. Mais dans tous les cas de figure, voilà, la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était intéressant, mais bon, ce genre d'entité-là, je les laisse souvent de côté ici. Je préfère à peu près les entreprises comme Lonza, qui font à peu près la même chose, qui sont à peu près cotées depuis très très longtemps et qui ont déjà prouvé qu'elles pouvaient faire quelque chose. Ok? Comme je dis toujours, je peux également me tromper, hein, et ceci n'est que mon point de vue. Ça ne veut pas dire ici qu'on va vendre ces entités, etc. On va les analyser. Déjà, réduis le nombre d'actions dans ton portefeuille. Et je ne sais pas si tu as des ETF, j'ai vu des noms à peu près dans le listing que tu m'as envoyé. On en parlera ici en privé. Donc, voilà. Au niveau des entreprises, je pense qu'on peut réduire ce portefeuille-là pour se concentrer sur des choses encore plus intéressantes que ça. D'accord? Sinon, dans l'ensemble, ici, voilà, si on se fie aux 10 premières entreprises ici, donc moi j'aime bien ça, j'aime bien Air Liquide, ça va, c'est correct, ça va, ça va, ça va. Sinon, voilà, Stellantis également, ça va. Si on pouvait mettre également Renault de côté. Donc, il n'est pas mauvais ton portefeuille, il n'est vraiment pas mauvais. Il faut juste le réduire un tout petit peu, se concentrer uniquement sur les meilleures entreprises dans ce domaine. Pourquoi pas rester uniquement voilà. Je sais que pourquoi pas commencer déjà à regarder uniquement d'abord en France avant d'aller ailleurs, surtout qu'on aura de plus en plus d'opportunités à venir sur les mois à venir, d'accord? Ça sera à peu près mon avis ici. N'hésitez pas, si vous voulez partager vos portefeuilles avec nous ici, en description de cette vidéo aussi, ou bien un premier commentaire épinglé, vous avez le lien vers la top newsletter. Dans la top newsletter ici, vous recevez généralement des analyses ici sectorielles gratuitement, et dans la top newsletter, vous avez accès au Discord également de la chaîne, ainsi que vous avez également le service Top Premium où j'analyse, vous pouvez me demander des analyses quantitatives sur différentes entreprises, et également je vous présente 2 notes d'analyse ici, voilà, pour les entreprises qui sont sous-évaluées, essentiellement nord-américaines. Donc généralement les notes d'analyse sont basées ici sur les lectures les lectures des rapports financiers et l'écoute des conférences call, parce que je vous recommande toujours de lire les rapports financiers, etc. Mais vous avez vu les notes d'analyse, par exemple, ce qui est sur celle qu'on a fait sur je pense qu'on en a fait sur Google, on en a fait sur Intel, on en a fait sur, comment on appelle ça, sur Stanley Black & Decker. Donc vous savez que Stanley Black & Decker est en pleine transformation. Donc ça ne devrait pas vous étonner qu'on ait de mauvais résultats ici aujourd'hui. D'accord? Donc ne regardez pas juste le dividende. Quand on va regarder une compagnie comme McDonald's, etc., on sait que l'augmentation des prix est là, etc. Elle se comporte bien en ce moment. L'amélioration des menus ici, la réduction des coûts. Voilà, on a fait des notes d'analyse dessus. Donc voilà, on a à peu près ça ici dans le service ici, Top Premium. C'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne, parce que je considère que ce prix-là coûte tout simplement modique pour le travail qui est effectué derrière. Sinon également, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement, ainsi que, je dis bien également un like, un abonnement, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur la Top Newsletter, ou bien que ce soit sur le service Top Premium. Donc n'oubliez pas, merci pour tous ceux qui ont mis des 5 étoiles, je les ai vus dernièrement, je les ai réclamés, je les ai eus, et ça fait déjà plaisir. On est près de 1000 aujourd'hui, donc plus de likes s'il vous plaît, ça fait plaisir, ça encourage les autres à s'abonner en fait. Et après, à la fin de la journée, dites-moi ce que vous pensez, hein. Franchement, si ça ne vous intéresse pas, dites-moi, oh Thierry, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est là également pour s'améliorer, d'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, hein, je me réserve le droit de me tromper, et portez-vous bien.